J'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte, le moment venu, de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant le Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Fin de citation. Général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État. Message à la nation à l'occasion du 66e anniversaire de la proclamation de la République, 18 décembre 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous suivre sur Télé Sahel et sur nos différentes plateformes digitales à travers le monde. Merci de votre fidélité. Poursuivons notre série d'entretiens avec les membres du gouvernement sur la mise en œuvre de leur lettre de mission à eux confiée par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, avec aujourd'hui la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, nous allons au cours de cet entretien parler de votre bilan à la tête de ce ministère. Pour commencer, la toute première question, vous le savez, la question de l'éducation est une priorité pour notre pays. Elle a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs réformes. Comment analyser les résultats de ces multiples réformes et innovations pédagogiques et proposer un système éducatif mieux adapté aux réalités nationales? Merci beaucoup. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de vous adresser mes remerciements d'avoir bien voulu m'inviter sur ce plateau. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de servir mon pays. Je dois remercier aussi le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne pour gérer un secteur très important, très stratégique pour le développement de notre pays, pour l'avenir de notre nation. Je voudrais aussi profiter pour remercier le Premier ministre, tous les membres du CNSP pour l'accompagnement, pour les conseils. Je voudrais remercier également mes collègues du gouvernement pour la solidarité gouvernementale. J'aimerais aussi saisir cette occasion pour remercier tous les acteurs de l'école, les syndicats, les parents d'élèves, les partenaires techniques et financiers. Comme vous le voyez, monsieur le conseiller Tchemogo, monsieur Ousmane, je suis là avec mes petites notes, mes petites fiches rédigées par mes collaborateurs. C'est le fruit des efforts qu'ils ont fournis durant tous ces mois pour m'accompagner dans cette mission qui m'a été confiée. J'aimerais leur rendre un hommage mérité. Permettez-moi également de rendre un hommage ému à tous ces enseignants qui sont tombés, craie à la main. Merci également à nos forces de défense et de sécurité qui font tout au quotidien, qui fournissent inlassablement des efforts pour sécuriser nos écoles, transporter nos épreuves, accompagner l'école dans cette période assez critique de notre nation, mais que nous essayons de traverser avec beaucoup de courage et de dignité. Je saisis également ce plateau pour remercier tous les auxiliaires du ministère de l'Éducation et tous les cadres de conception. C'est ça. Au fait, toute la nation pour l'accompagnement, pour les prières, les encouragements, mais aussi les remarques constructives qui nous permettent d'avancer. Je vous remercie. Maintenant, par rapport à la question qui m'a été posée,
Lorsque nous avons reçu la lettre de mission, nous avons organisé une retraite de travail qui a regroupé pratiquement tous les hauts cadres du ministère, les hauts cadres de conception. Et cette retraite devrait nous permettre d'analyser le contenu de la lettre de mission, examiner sa portée. Et cela nous a permis de mettre en place non seulement une feuille de route, un ensemble d'activités, mais aussi des comités ad hoc chargés de réfléchir sur les différents axes de la lettre de mission. Il y a un comité justement qui a été mis en place pour répertorier toutes les réformes et toutes les innovations observées dans ce pays depuis un certain temps. Ce comité a fait un travail remarquable qui nous a permis d'examiner ces réformes, mais aussi d'entreprendre des actions allant dans le sens de la modification, si vous voulez, d'une vingtaine de réformes. Alors, le résultat des travaux de ce comité doivent s'inscrire dans une lecture qui peut nous permettre d'avoir le sursaut patriotique qu'il nous faut pour redresser toutes les limites des réformes qu'ils ont eu à énumérer, n'est-ce pas? Parce que c'est important de le souligner. Le dysfonctionnement de l'école nigérienne n'a pas commencé hier ou avant-hier. Bien sûr. C'est beaucoup plus profond. Ça remonte à la fin des années 1980 déjà. Et donc c'est important pour nous d'avoir une lecture qui dépasse l'instant présent, qui prend le bilan des travaux de ce comité dans toute sa complexité, avec beaucoup de responsabilités, ce qui peut nous permettre d'examiner les pesanteurs identifiées et d'avoir une réaction collective qui nous permettrait de prendre des décisions à même de relever les défis initiés. Comme je l'ai dit donc, une vingtaine de réformes et innovations. Alors, parmi ces réformes, j'aimerais quand même citer quelques-unes. Oui, d'accord. On va commencer par la réforme qui a été tant attendue par les populations, et ce depuis des années, et la réforme du CFEPD, Oui. le certificat de fin d'études du premier cycle. Oui, primaire. Primaire, voilà. Lorsque j'ai rencontré les parents d'élèves, la première préoccupation qu'ils m'ont exposée lors de notre prise de contact, c'était le retour du CFEPD. Un examen qui a été suspendu en 2013 et remplacé par des évaluations trimestrielles. Le passage automatique. Le passage automatique. Alors, nous avons voulu jeter un regard sur ces réformes. Et ce que nous avons découvert étaient des chiffres suffisamment interpellants pour ne pas nous laisser indifférents, surtout à la lumière de la mission qui m'a été confiée, au risque de me répéter, l'examen des réformes. C'est ça. Donc, nous avons pu découvrir que déjà cette réforme, en 2017, a fait l'objet d'une étude. Et l'étude a démontré que les acteurs de l'école n'étaient pas favorables à la réforme. À la réforme. Que 70 à 90% des acteurs de l'école la trouvaient pas assez suffisante. Et 80% des encadreurs pédagogiques pensaient que les résultats des évaluations qui permettaient de passer les élèves de la classe de 6e, de CM2 à la classe de 6e, leurs résultats ne sont pas le reflet du niveau réel des enfants. Ouais. Alors, une étude interne qui a été menée en 2018 par la direction de la formation initiale et continue a révélé également les limites de cette réforme. Elle a pu montrer que 83% des enfants qui viennent en classe de 6e viennent avec un besoin important de remédiation. Ouais. Près de 70% des enfants ont du mal à lire un texte
simple pourtant. Ouais. Alors, cela a démontré la nécessité de revoir les choses et surtout que les effets négatifs observés ont eu tendance à s'accroître de 21% à peu près du taux d'exclusion en 2022, on est passé à près de 43%. C'était alarmant, suffisamment alarmant pour nous pousser à mettre en place un comité de réflexion, un comité suffisamment inclusif, composé d'experts, des acteurs de la communauté éducative, tous les acteurs qui sont à même de donner un avis serein, responsable, conséquent sur cette question, tant elle implique la qualité de notre système éducatif, mais aussi l'avenir de notre nation. Parce que comme vous le savez, le primaire, c'est la base. Bien sûr. C'est le fondement. Bien sûr. Lorsque dans une construction, on rate la fondation, c'est que l'édifice aura toutes les malchances d'être vulnérable. Et c'est pour ça que nous avons réuni ce parterre d'acteurs au sein d'un comité pour réfléchir sur la pertinence et l'opportunité de ramener le CFEPD. Les résultats des travaux de ce comité ont été favorables à la restauration du CFEPD. D'accord. Alors, notons déjà que la réforme de 2013 avait une lacune juridique dans la mesure où c'était un arrêté qui a été pris. Du ministre de l'Éducation de l'époque. Je pose la question. Ah oui. Voilà. Alors, un arrêté qui a été pris pour abroger un décret, le décret de 77. Et donc... Et malgré toute cette anomalie, on a appliqué cette réforme. Tout à fait. Et les acteurs n'étaient pas favorables. Et où étaient en ce moment tous ces responsables de l'éducation qui ont vu cette affaire venir? Ils n'ont pas réagi, madame, c'est ça? Ils ont regardé faire pour arriver à ce résultat dont vous avez évoqué tout au long de votre exposé. Le fait de mener des études, déjà, à l'époque, en 2017, en 2018, montrait aussi la volonté de ces acteurs de l'école d'améliorer les choses, quoi. D'améliorer les choses. Et ça mérite d'être salué parce que nous nous sommes appuyés sur les résultats de ces études pour mettre en place les comités et leurs réflexions ont d'une certaine manière enrichi les échanges au sein du comité. Alors, lorsque nous avons eu donc les résultats des travaux de ce comité, qui s'était prononcé sans ambiguïté en faveur de la restauration du CFEPD, nous avons fait un plaidoyer auprès des plus hautes autorités. Alors, il faut comprendre que la réforme était attendue par les populations. Bien sûr. Mais elle allait susciter des coûts financiers. Dans un contexte d'austérité. Nous avons approché les plus hautes autorités et nous avons bénéficié d'une certaine écoute. Et le chef de l'État avait pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour que notre système éducatif retrouve ses lettres de noblesse. Parce qu'une bonne partie des raisons attribuées à la baisse du niveau, à la détérioration de la qualité de notre système éducatif était attribuée à la suspension aussi du CFEPD. Alors, il a mobilisé près de 3 milliards pour organiser cet examen en un temps record. Je pense que l'opinion doit mesurer la détermination de ces autorités. Et l'engagement politique, ça. Et leur engagement à concrétiser, à donner forme, n'est-ce pas, au discours, à leur vision et au discours qu'ils ont toujours tenu, celui d'affirmer et de réaffirmer que l'éducation de nos enfants fait partie des priorités de ce contexte de refondation. Tout à fait. Donc, nous avons organisé le CFEPD et vous savez, à une certaine époque de ce pays, à partir du mois de mai déjà,
mai, juin, les classes commençaient d'une certaine manière à se fermer. Oui. Mais lorsque les enseignants qui étaient aussi favorables à la restauration du CFEPD ont eu la confirmation que l'examen serait organisé, des enseignants et des enseignantes se sont mobilisés à travers tout le pays pour organiser des cours de rattrapage aux enfants. D'accord. Pour permettre aux enfants de passer les examens avec brio. Nous avons eu un taux de 40%. Ouais. Ce n'est pas mal au regard de l'état dans lequel se trouvait notre école. D'accord. Ça a redonné aux enseignants, aux élèves, aux parents d'élèves l'envie de croire que nous pouvons restaurer l'école publique des années 80, qui était une école publique qui donnait la chance à tous les enfants de ce pays. Bien sûr. Alors, concrètement, on a vu un regain de dynamisme au sein de nos écoles, mais aussi ceux qui organisaient des tests d'entrée pour les élèves de CM2 passant, donc les 6e, certains responsables m'ont expliqué qu'ils ont vu une nette différence. Ok. De niveau. De niveau. D'accord. Et donc, cette réforme fait partie des réformes qui ont beaucoup attiré notre attention, qui ont suscité la mobilisation des ressources conséquentes et qui continuent de donner leurs fruits, parce que nous n'avons pas voulu nous arrêter juste à l'organisation du CFEPD. Nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes qui nous permettront de suivre de très près l'évolution de ces élèves. Comme vous le savez, face au défi du manque d'infrastructures, assez souvent on a tendance à laisser les élèves de 6e à la rentrée jusqu'à la confection dans certains établissements des classes paillotes. Alors, les instructions ont été données pour que les élèves de 6e soient une priorité. Donnons-leur des classes dès la rentrée. Mettons à leur disposition des enseignants. Tout ceci dans l'espoir de pouvoir rehausser le niveau, les suivre de très près et maximiser les avantages de la restauration de cet examen. D'accord. En plus de cela, nous avons remarqué l'extension progressive des filières scientifiques. Vous savez, un pays ne peut pas se développer sans ces filières de pointe qui nous permettront d'enrichir le projet d'industrialisation de notre pays, de soutenir les efforts et les ambitions du développement. Alors, nous avons voulu aussi tirer le meilleur profit de cet examen pour organiser un concours. Non seulement les élèves issus du CFEPD iront dans les classes des 6e où ils seront bien surveillés, bien pris en charge pour redonner à l'école donc son dynamisme et sa qualité, mais aussi une partie des meilleurs de ces élèves seront orientés vers le collège scientifique. Nous avons organisé un concours pour tous les enfants issus du CFEPD qui avaient une moyenne supérieure ou égale à 9 sur 10. Et ce sont ces enfants, 150 à peu près, qui sont dans le collège scientifique en ce moment. Ok, d'accord. Madame la ministre, merci pour toutes ces explications et tous les efforts qui sont faits en tout cas dans ce domaine. L'autre question, Madame la ministre, et une autre préoccupation reste la question du curricula. Comment engager une réforme du curricula pour prendre en compte la demande sociale en éducation, notamment avec ces questions de patriotisme, de civisme, de la discipline, de la créativité et de résilience. Et je précise que depuis quelque temps, on vous voit dans les différents établissements pour la montée des couleurs. Voilà. Tout à fait. Et ça fait plaisir de voir ça. Merci beaucoup. Alors, la réforme du curricula, vous savez, le contexte dans lequel se trouve notre pays nous impose la nécessité de regarder de très près. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants? Au fait, quel type d'école
voudrions-nous pour ce pays? D'accord. Et pour quel type de développement, surtout dans cette phase de la quête irrésistible de notre souveraineté. Et c'est dans cette perspective que l'un des comités ad hoc mis en place lors de l'examen de la lettre de mission a également commencé à examiner nos programmes, leur portée, leur contenu, leur apport pour le développement de notre pays. Alors, dans le processus, nous avons senti la nécessité de retirer un certain nombre d'éléments, un certain nombre de contenus qui ne cadrent pas, on va dire, avec nos réalités et nos aspirations. Ces contenus ont été retirés. Tout simplement. Tout simplement. Ils ont été retirés en attendant les travaux du comité interministériel qui a été mis en place par le Premier ministre pour prendre en charge cette question du curricula. C'est-à-dire que le curricula ne sera pas seulement discuté, élaboré au sein du seul ministère de l'enseignement professionnel et promotion des langues nationales, mais la question sera portée à un échelon beaucoup plus vaste et un échelon supérieur afin de prendre en compte cette question et tout l'enjeu qu'elle représente pour notre pays, pour son avenir. Mais en attendant les débuts des travaux de ce comité, un certain nombre d'actions ont été prises, n'est-ce pas? C'est le cas de l'examen de la réforme du bilinguisme, de la réforme curriculaire. Vous savez, le bilinguisme a été adopté et dans ce contexte de la quête de notre souveraineté, de la promotion de nos cultures, cette réforme qui met en avant nos langues nationales nous interpelle également. Et nous avons mis en place une commission chargée d'examiner le bilan de cette réforme. Elle a commencé, à un certain moment, il y avait jusqu'à 5000 classes impliquées dans cette réforme, à travers laquelle les enfants commencent le processus d'apprentissage par les langues maternelles. Donc la langue maternelle et la langue médium, la langue d'enseignement, jusqu'en classe de CE1. Après, la langue maternelle devient une langue co-médium avec le français. C'est important pour nous de voir parce que nous ne pouvons pas soutenir nos aspirations de la souveraineté, promouvoir nos valeurs en laissant de côté la place des langues nationales dans nos systèmes éducatifs. Et l'étude qui a été menée a permis de voir que cette réforme qui a mobilisé beaucoup de ressources financières, beaucoup de personnes, est dans un état, on va dire, mitigé, dans la mesure où des 5000 classes à un certain moment identifiées, répertoriées, nous n'avons que 900 classes. Et cette question fera partie certainement des questions qui seront examinées au sein du comité interministériel. Il y a la question également de la réforme des écoles normales. Les programmes des écoles normales. Nous ne pouvons pas penser à la refondation de l'école sans penser au lieu de formation de ces enseignants. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, nous avons aussi examiné la réforme, révisé un certain nombre de modules dans les écoles normales pour permettre une certaine uniformisation des programmes dispensés dans les écoles normales, garantir leur efficacité et surtout un état d'esprit qui cadre, si vous voulez, avec le contexte actuel de la quête de notre souveraineté. Au fait, si nous voulons des citoyens patriotes, intègres, il va aussi falloir commencer par le système éducatif qui se charge de la diffusion de certaines valeurs, des valeurs du respect, des valeurs du travail, la quête d'excellence, la quête d'intégrité. Ça doit commencer dans nos écoles. Et ces thématiques doivent être appréhendées par nos enseignants.
Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous allons en mission sur le terrain, nous tenons à rencontrer les encadreurs des écoles normales. Parce que ce sont des acteurs incontournables. Je l'avais dit tout à l'heure. Pour améliorer le système éducatif, on doit passer par la base, par l'école primaire. Nous mettons l'accent dans les échanges que nous avons avec ces encadreurs sur la nécessité de promouvoir aussi un enseignant de la refondation. Un enseignant de la refondation. L'enseignant de la refondation. Alors de la refondation. L'enseignant de la refondation. De la refondation. D'accord. Qui, d'une certaine manière, vit selon les principes et les valeurs de la refondation. Tout à fait. D'accord. Un enseignant qui soit généreux dans le processus de transmission du savoir. Bien sûr. Un enseignant qui soit suffisamment conscient de la nécessité de s'approprier une certaine forme d'humilité. L'humilité pour continuer à apprendre. Humilité pour écouter. Humilité pour se remettre en cause. Humilité pour accepter les avis des uns et des autres. C'est important de le faire. D'accord. Dans la mesure où des écoles normales sortent à la fois les enseignants, les encadreurs et les inspecteurs. Et c'est important de créer une dynamique qui favorise les échanges, l'interdépendance, le respect des uns et des autres et une certaine accalmie, des rapports apaisés et fructueux entre les différents acteurs qui sortent de nos écoles normales. C'est un état d'esprit qui reflète les valeurs de la souveraineté que nous prenons et que nous ne pouvons pas atteindre sans le concours important du savoir, savoir-faire et du savoir-être. D'accord. Merci, madame. On sait qu'une demande sociale reste aussi, c'est l'enseignement de l'islam dans nos écoles. Comment insérer aujourd'hui dans les programmes de l'enseignement des fondements des religions, pas l'islam seulement, notamment l'islam, afin de prévenir l'endoctrinement et l'extrémisme violent dont notre jeunesse est victime? Alors, avant de répondre à cette question, permettez-moi de rappeler effectivement que pour promouvoir le patriotisme dans nos écoles, nous avons initié cette émission, cette initiative, en lien avec la direction régionale de l'AME, dans laquelle chaque semaine, tous les cadres du ministère, les hauts cadres de conception du ministère, commencent leur journée dans une école de la capitale. Pour réaffirmer le retour de l'État au sein de nos établissements. Permettre cet échange entre le sommet et le terrain. Parce qu'on apprend toujours des choses dans les contacts, dans les échanges. Et dans ce moment, nous essayons de donner aux élèves déjà une idée, une vision de leur rôle, des attentes de notre nation pour nos jeunes. C'est pas courant de dire à un enfant qu'on l'aime. Ah oui. Ici au Niger. On l'aime, mais on l'exprime d'une certaine manière. Tout à fait. En tout cas, les autorités ont, d'une certaine manière, un certain défi à un certain moment d'aller vers ces acteurs que on juge peuvent être pris en charge par des acteurs du terrain. Ce n'est pas la peine pour un ministre de se déplacer dans un établissement, dit-on, à partir du moment où le directeur est là, l'inspecteur, le directeur régional. Mais il faut créer ce lien pour que les collègues sachent que la plus haute autorité de ce pays, à savoir le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, pense aux élèves. Et qu'il compte également sur eux pour s'approprier les idéaux de la refondation, parce qu'ils seront les acteurs de demain. C'est important aussi de dire aux enseignants toute la reconnaissance
des plus hautes autorités, de la reconnaissance de la République, de la nation, pour les efforts qu'ils ne cessent de fournir et de les inciter à avoir des rapports cordiaux qui favorisent l'encadrement. D'accord. Voilà. Alors, nous avons également, dans le souci d'adapter le système, en attendant la mise en place de ce comité et les échanges, nous avons, dans la lettre de cadrage, inséré la nécessité de réhabiliter certaines disciplines qui étaient soit mises de côté ou pas assez suffisamment prises en compte. C'est le cas de l'activité pratique et productive, c'est le cas de l'instruction civique et morale, ICM. Il n'y a plus des APP maintenant dans les écoles? Si, il y en a de plus en plus. Et à chaque fois, si vous remarquez quand je pars dans les écoles, avec l'accompagnement précieux de vos équipes techniques, nous tenons à voir les jardins scolaires, ce qu'ils font. Et c'est très important de voir combien les enfants s'investissent dans ces activités. Il y a les activités pratiques et productives, mais il y a aussi l'éducation civique et morale qui a été ramenée au niveau des collèges. À un moment, on l'avait suspendu, mais là, nous l'avons ramené et étendu au centre de formation d'enseignement professionnel compte tenu de la fusion du ministère. Mais l'enseignement de la morale, c'était resté aussi au niveau primaire? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, pour la question, les fondements religieux dans le système éducatif pour prévenir la montée de l'extrémisme violent, cette question sera également prise en charge. Par le comité interministériel avec toute sa délicatesse, n'est-ce pas? Comme vous le savez, le Niger est un pays majoritairement musulman, mais qui a aussi une minorité d'autres confessions. Et je pense qu'avec l'expertise des membres du comité qui ont été mis en place, cette question sera prise en charge avec toute sa délicatesse pour que l'école continue à être le lieu de rassemblement, pour que l'école continue à être le lieu du renforcement de notre cohésion sociale. Et à chaque fois quand je vais dans les écoles franco-arabes qui ont la possibilité d'apprendre des études islamiques, je leur fais comprendre l'importance de leur rôle dans notre société, l'importance de bien connaître ces enseignements sacrés et de les mettre au profit du renforcement de la cohésion sociale dans notre pays. Parce que, effectivement, beaucoup de personnes prétendent agir au nom des religions, sans connaître le fondement des religions qui est basé sur la paix, sur la coexistence pacifique, la tolérance. Et c'est important. Mais quels que soient les résultats des travaux du comité interministériel en lien avec ce texte de ma lettre de mission, c'est important de mener en amont un travail de sensibilisation. C'est nécessaire. C'est très important. C'est très important de se poser la question de notre rapport réel à la religion. Monsieur Tchamogo, vous savez, dans les années 80, dans les années 70, la religion était cantonnée dans la sphère privée. Il n'y avait pas des allusions à la religion dans le discours politique, dans les rencontres publiques, mais d'une certaine manière, il y avait un certain respect des normes, une certaine orthodoxie dans la gestion des affaires publiques. Et c'est pour ça que même si nous introduisons des contenus religieux dans le système éducatif, c'est important de veiller à ce que ces contenus puissent jouer véritablement leur rôle. La religion, c'est important de le dire, que ce n'est pas juste un assemblage d'affichage. Ce ne sont pas des artifices, mais ce sont des comportements au quotidien la foi qui révèlent
notre foi. C'est lorsque, par exemple, il y a des pratiques qui jouent avec la morale, qui jouent avec l'orthodoxie administrative, que l'on puisse se dire, ma religion ne me permet pas de faire cela. Ouais. C'est extrêmement important. D'accord. C'est aussi important peut-être de retenir que ces terroristes qui imposent des pratiques qui jouent avec la morale et même notre qualité d'être humain n'ont pas commencé du jour au lendemain à ôter des vies. Ils ont commencé à travers des actions qui montent un peu par palier. Ouais. C'est la stigmatisation de celui qui est différent. C'est le rejet de la stigmatisation. On passe au rejet. Du rejet, on passe à l'intolérance. De l'intolérance à la haine, aveuglante et aveuglée. Ouais. Destructrice. Destructrice. Et c'est important dans le processus de socialisation de nos enfants. OK. Parce qu'au fait, l'enfant, il est déjà pris en charge dans le cercle familial. C'est important de revisiter tous ces concepts sacrés de nos religions, de notre religion, si vous voulez, et qui sont favorables à la cohésion sociale et à la promotion d'une culture de la paix. D'accord. Un enfant que l'on habitue à respecter l'autre dans ses différences, Oui. à la maison, Bien sûr. quand il vient à l'école, Tout à fait. non seulement il est plus disposé à écouter ses enseignants et formateurs, à avoir des bons rapports avec ses élèves, mais aussi il a toutes les chances d'être un fonctionnaire dévoué pour la nation, un fonctionnaire intègre et travailleur. D'accord. Merci, madame. Hein. On va poursuivre cet entretien. Madame la ministre, la question de l'insertion des jeunes est une grande préoccupation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour adopter l'offre de formation professionnelle et d'apprentissage aux besoins du marché du travail avec à la clé la diversification des métiers d'avenir? Cette question aussi a été prise en charge par un de nos comités ad hoc. Et, parce que vous avez le volet professionnel, hein, la formation professionnelle et technique. Tout à fait. Voilà. Avec la vision, le CNSP a opté pour une vision holistique, afin que l'éducation puisse jouer pleinement son rôle d'instrument de développement de notre pays. Alors le comité a déjà procédé par un état des lieux de l'enseignement professionnel. Combien de centres de formation avons-nous? Où sont-ils situés? Comment sont les apprenants? D'accord. Quelle est la performance? Quel est le mode de gouvernance au sein de ces centres? Parce que si nous voulons adapter la formation au marché du travail, il faut travailler aussi sur la qualité de cette formation d'abord. Un cadre de concertation a parallèlement été mis en place, redynamisé on va dire, qui met en lien le secteur public et le secteur privé. D'accord. Et dans ce cadre de concertation, nous avons la possibilité d'échanger avec des acteurs du secteur privé, connaître leurs attentes et comment est-ce que nous pouvons orienter notre formation vers ces métiers porteurs. Le comité a fait un travail remarquable d'identification des filières et des métiers porteurs afin que cela soit pris en compte dans nos formations et certainement les travaux de ce comité vont également enrichir le comité interministériel. Madame la ministre, que faut-il faire de manière concrète pour renforcer l'encadrement des centres de formation professionnelle afin d'améliorer leur efficacité ainsi que la compétitivité de leurs produits sur le marché du travail, ce qui est très attendu de votre département ministériel? Merci beaucoup. Effectivement, nous ne pouvons pas envisager le développement de ce pays sans l'enseignement professionnel. Nous ne pouvons pas tenir nos aspirations de souveraineté sans l'opportunité de la mise à contribution de ces centres pour soutenir l'effort
de développement. Maintenant, comment renforcer leur efficacité? C'est vraiment une question très pertinente. Dans la mesure où ce secteur est confronté à beaucoup de défis. Le défi déjà des formateurs, on doit doter ce secteur, ce sous-secteur de formateurs de qualité. De qualité. Nous devons le doter des centres équipés. Ouais. Et c'est pour cela que, compte tenu de la lettre de mission, nous avons mis en place un comité qui a posé le diagnostic de ce sous-secteur. Combien de centres avons-nous, comme je l'avais dit tout à l'heure? Oui, bien sûr. Où sont-ils répertoriés? Quelle est leur dotation en matière d'équipement? Et comment sont-ils gérés? Et pour le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons beaucoup d'actions à mener pour garantir l'efficacité de ce sous-secteur. Une des voies, des pistes que nous explorons pour relever certains défis, et notamment qui ont un lien avec la gouvernance et qui impactent sur l'efficacité, c'est vraiment de faire en sorte que tous les fonds mobilisés pour ce sous-secteur soient effectivement utilisés en faveur des apprenants et pour l'équipement de nos ateliers. Ce n'est pas le cas? On va dire que beaucoup de choses restaient à être entreprises. À un certain moment. À un certain moment. Par exemple, lors de nos visites sur le terrain, nous avons retrouvé des matériels de dernière génération qui étaient restés dans leur emballage pendant plusieurs années. Au soleil? Dans les magasins. Et ce matériel devait servir à mieux former nos apprenants. D'accord. Et pourtant, ils étaient restés dans les cartons. Ouais. Pendant des années? Pendant des années. Ouais. Depuis 2017. 2017-2018. Vous vous imaginez un peu la frustration de ces apprenants. Bien sûr. Ils voient des équipements qui ont été acquis sur des fonds des contribuables et qui peuvent apporter immanquablement une valeur ajoutée Un plus. Dans leur formation. dans leur formation et qui sont restés inutilisés. Il a fallu ces vacances où nous avons pris la décision de former des formateurs pour l'utilisation de ces matériels au grand profit des apprenants qui étaient très contents de les avoir. D'accord. Il y a le défi de la disponibilité de la matière d'œuvre. Là aussi, nous avons mis en place un mécanisme déjà à partir du processus d'acquisition de ces matières d'œuvre, le processus d'attribution des marchés. Des marchés. Nous avons voulu insuffler une bonne dose de transparence et de régularité. Qui manquait avant? Je pose la question. Au regard des résultats que nous avons eus avec les maigres moyens que nous avons compte tenu du contexte dans lequel se trouvait le pays, nous pouvons nous poser beaucoup de questions À ce sujet? à ce sujet. D'accord. Je ne suis pas là pour creuser Oui. toutes les causes du dysfonctionnement de ce Mais il n'y a sous-secteur. pas eu de transparence dans l'octroi des marchés avant? Mais ce qui est certain, la matière d'œuvre manquait beaucoup. D'accord. Et au regard des moyens qui étaient mobilisés, il y a lieu de s'interroger sur la meilleure manière D'accord. d'utiliser cette matière d'œuvre. D'accord. Et pour cela, nous avons mis en place un comité de suivi. Non seulement nous allons veiller sur la transparence, la régularité dans le processus d'acquisition de ces matières d'œuvre, créer des conditions pour que chaque Nigérien qui a la possibilité de postuler pour ces marchés puisse obtenir ces marchés et veiller sur la livraison effective de ce qui a été commandé et la mise en œuvre effective de ces matières d'œuvre au sein de nos centres de formation. Lors des examens de la session passée,
beaucoup d'acteurs ont apprécié la quantité de matières d'œuvre qu'il y avait dans les centres d'examen. D'accord. Avant, pour certaines filières, par exemple pour le bâtiment, les apprenants essaient de traiter le sujet et après on démonte parce qu'il n'y avait pas assez de matière d'œuvre. Mais là, lorsque nous avons fait le tour dans les centres d'examen, nous avons trouvé des box où chaque apprenant avait la possibilité de faire son examen parce qu'il y avait de la matière d'œuvre en quantité suffisante. Et les inspecteurs qui ont été mandatés justement pour observer le déroulement de ces examens et la disponibilité des matières d'œuvre mises à la disposition des centres des examens ont apprécié la quantité et la qualité des matières d'œuvre acquises. Et selon les témoignages, ça fait très longtemps qu'on n'a pas pu mettre à la disposition de ces centres des matières d'œuvre d'aussi bonne qualité et en quantité. Cela suscite des interrogations et surtout, je dirais, la nécessité de veiller à ce que ce secteur soit géré de manière beaucoup plus transparente. Oui, d'accord. Et voilà, et au profit donc des apprenants. D'accord. Et nous avons mis en place donc un comité de suivi de matières d'œuvre parce que la disponibilité de matières d'œuvre fait partie des revendications des syndicats de ce sous-secteur. Et pour mieux gérer cette question, nous avons mis en place un comité regroupant aussi bien les cadres du ministère, mais aussi des syndicats. Nous avons même l'intention d'étendre la participation à ce comité aux étudiants. Pour qu'il y ait un regard beaucoup plus diversifié, bien sûr. pour une utilisation beaucoup plus rationnelle de la matière d'œuvre. Parce que tant qu'il n'y a pas de matière d'œuvre, il ne peut pas y avoir des TD et de la pratique. Or, ils en ont besoin pour se perfectionner. Un autre élément que nous avons jugé utile quand même de mettre en avant, c'est la nécessité d'être optimiste. Optimiste. De croire en ses apprenants. De croire en eux. Et c'est pour ça que nous avons, si vous vous rappelez, organisé une exposition. Parfois, ce sont des enfants, si nous prenons le cas des CFM, des centres de formation au métier, qui ne sont pas suffisamment bien vus, qui ont un déficit de reconnaissance sociale. Et ce déficit de reconnaissance est lié au fait qu'on n'est pas suffisamment informé de ce qu'ils font, de ce qu'ils savent faire. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons organisé une exposition pour montrer à l'opinion les talents et potentialités de nos enfants qui sont dans ces centres et tout le dévouement de leurs formateurs. Et à cette exposition, des membres du CNSP y ont pris part, des membres du gouvernement et des acteurs de la communauté éducative pour vraiment mettre l'accent sur les potentialités de ces apprenants et ce qu'ils peuvent faire. Et depuis un certain temps, nous faisons un plaidoyer pour que les entrepreneurs qui construisent nos classes puissent donner à nos apprenants la possibilité de confectionner les tables-bancs. Parce qu'ils ont fait leurs preuves. Avec le projet civilo-militaire qui impliquait le ministère en charge de l'éducation et de la formation, le ministère de la Défense à travers le génie et le Front patriotique, ces apprenants des centres de formation ont eu à confectionner des tables, des armoires, des chaises. Et vous connaissez la rigueur du génie militaire. Du génie militaire, c'est exact. Et ils ont apprécié ce qu'ils ont fait. Et depuis, nous ne cessons de faire des plaidoyers. Parce que non seulement ils auront de la matière d'œuvre en quantité, ce serait un plus pour eux, mais ils vont pouvoir se perfectionner. D'accord. Madame, avant peut-être de passer à l'autre question, parce que tout à l'heure vous avez évoqué ces différents centres, on peut avoir une idée de combien de centres de formation qu'on a et dans quel état aujourd'hui se trouvent ces centres, parce que vous avez évoqué la question en début de votre intervention. Et on a combien d'établissements de centres de formation technique et professionnelle aujourd'hui au Niger? Alors, nous avons près de 500. Ces centres, on les trouve dans pratiquement toutes les communes du Niger et répondent aux besoins des communautés. D'accord.
Alors, nous avons également des CET, des collèges d'enseignement technique, qui sont à peu près au nombre de 78, que l'on retrouve dans les départements et dans les arrondissements communaux. Nous avons des lycées professionnels et techniques qui sont au nombre de 16. Nous avons des CFPT, des centres de formation professionnelle et technique, qui sont au nombre de 17. Le défi de tous ces centres est vraiment de leur donner la possibilité de jouer pleinement leur rôle, en agissant beaucoup sur la gouvernance. Les réorganiser, mettre l'apprenant au centre de toutes les mesures qui sont prises et son perfectionnement au centre de toutes les stratégies conçues par les cadres et faire en sorte, comme je l'ai dit, on ne le dira jamais assez, pour que ce centre qui bénéficie de beaucoup de fonds puisse vraiment jouir de ces fonds. Une autre action que nous avons essayé de mener, c'est de signer des contrats de performance avec des structures comme le FAFPA, par exemple, comme le CMCAN, comme le CFMAA. Le ministère donne des subventions à ces centres. Et nous avons voulu regarder sur les contrats de performance antérieurs. Nous avons eu du mal à les trouver. La preuve qu'on ne donnait pas assez d'importance à ces contrats de performance. Or, nous voulons être très regardants. Le ministère a mobilisé telle somme. Et qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Avec cet argent et pour quel résultat? Une culture mais vraiment axée sur la transparence et sur les résultats. Qui a manqué aussi par le passé? Ça a manqué par le passé ou pas? Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent, je vais commencer par ça, le dysfonctionnement de nos établissements et centres de formation. Et l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est vraiment de regarder ce qui a pu bien marcher et de valoriser cela. Maintenant, de le valoriser, de le préserver et de regarder ce qui a moins bien marché comme étant des leçons et des chemins, voilà, des leçons à tirer qui ne doivent pas nous retenir. Il faut toujours avoir la cap positiver et surtout avoir la volonté d'avancer. D'avancer, d'accord. Merci madame, c'est bien dit. On va poursuivre, hein. Madame la ministre, l'école nigérienne a connu quelques écueils et des soubresauts. Comment mettre en place un mécanisme de renforcement de l'autorité des enseignants auprès de communautés pour lutter efficacement contre le comportement déviant et l'absentéisme en milieu scolaire? On se rappelle, il y a quelques années, de ces élèves qui ont poignardé des enseignants, ça il faut bien le dire, dans certaines localités du Niger. Alors comment remédier à tout ça aujourd'hui? Puisqu'il faut quand même que les enseignants ont cette autorité pour pouvoir enseigner les élèves. Or, dans beaucoup de cas, à cause du comportement et des élèves et des parents, il n'y a pas cette autorité au niveau des enseignants. Comment faire? Je pense que c'est un problème qui va au-delà du secteur éducatif. D'accord. C'est vraiment toutes les valeurs de notre société, un moment qui ont été mises à l'épreuve. L'autorité de l'aîné, pas seulement l'enseignant, a d'une certaine manière connu des assauts. Des assauts à cause des contre-valeurs que certaines pratiques ont favorisées. Et à chaque fois, je me dis, le milieu scolaire n'est pas épargné. Mais c'est important pour nous d'utiliser les termes appropriés. Parce que dans nos écoles, il y a encore des enfants qui sont très bien élevés. Ces perturbateurs sont d'une certaine manière une minorité. Mais cette minorité a quand même un effet négatif sur les autres. Voilà. Et votre question est tout à fait pertinente. L'autorité de l'enseignant sur ses élèves commence déjà par, je pense, lui-même. Vous savez, par l'enseignant lui-même. D'accord. Nous avons connu dans ce pays un épisode qui a fait en sorte que des valeurs de travail, la compétence, l'intégrité, ont déserté beaucoup de nos administrations et même nos écoles.
pour restaurer l'autorité de l'enseignant, c'est important pour l'enseignant, et c'est ce que je leur dis toujours, de prendre davantage conscience de la noblesse de sa tâche. Parce qu'il y avait un moment où, et c'est toujours le cas d'ailleurs, l'enseignant est considéré comme un des leaders d'opinion de la société. Ça, c'était avant. Mais maintenant, ça, c'est d'une avant, certaine madame. manière. Ça, c'est avant. Voilà. Il faut le dire, ça, c'est avant. Nous avons toujours des enseignants respectables qui imposent, ça, on n'en disconvient pas. qui imposent le respect dans nos communautés. On est d'accord aussi. Donc c'est important pour l'enseignant de faire preuve de ces valeurs qu'il veut inculquer à ses élèves. Les valeurs du travail, les valeurs d'honnêteté, les valeurs d'intégrité, la quête du résultat, la quête de l'excellence. Vous savez, à partir du moment où, à un certain moment, la compétence ne faisait pas partie des critères de promotion, on a ouvert la voie à toutes sortes de pratiques et qui ne sont pas favorables à la légitimité même de l'enseignant. Ça, c'est la politique ou pas? Je pose la question. C'est dû à la politique, puisque beaucoup de gens pensent que tous ces phénomènes que vous venez de décrire, c'est la politique qui a créé ça. Vrai ou faux? Je pose la question. Monsieur Tiamago, nous savons très bien qu'à un certain moment, on n'a pas su dans ce pays résister à la tentation de faire passer certaines considérations avant les compétences et la quête de l'excellence. À cause de la politique. On n'a pas su à un certain moment faire passer l'intérêt général au-dessus de certains intérêts particularistes. Et d'une certaine manière, tous les segments de notre société, mais même les lieux les plus insoupçonnés ont connu cet assaut. Et c'est pour cela que la tâche au niveau du ministère en charge de l'éducation et de la formation, elle est cruciale. Dans la mesure où elle doit être un des pôles où nous devons ramener ces valeurs qui ont été négligées ou d'une certaine manière même mises de côté. Et cela, il va du renforcement de l'autorité de l'enseignant. L'autorité de l'enseignant suppose aussi une certaine compétence. Parce que même lorsque on est intègre, même lorsque on est dans la quête de l'excellence, quand on n'a pas les potentialités requises, ça peut poser un problème. Et c'est pour ça que, en lien avec la lettre de mission et la détermination du chef de l'État à ramener une certaine crédibilité dans nos écoles publiques, nous ne cessons d'organiser des formations pour les enseignants, pour renforcer leurs capacités. Nous avons mis à la disposition des encadreurs, des motos. 1500 par exemple étaient envisagés dans le courant de l'année 2024. Là aussi, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais nous sommes persuadés que là où va tomber cette goutte d'eau, elle aura un effet significatif. Et ce sont des efforts qui méritent d'être poursuivis. Pour restaurer l'autorité de l'enseignant, c'est de créer des conditions qui peuvent lui permettre d'avoir des performances évidentes. Et ce sont ces performances qui vont faire en sorte que l'enseignant soit respecté d'abord par ses élèves, mais aussi par la communauté. Et vous avez vu, je l'ai évoqué tout à l'heure, les enseignants ont d'une certaine manière regagné l'estime de l'opinion. Lorsque des enseignants, au lieu de profiter de leur week-end, vont plutôt ouvrir des classes pour enseigner leurs élèves, l'opinion a beaucoup apprécié cela. Et nous sommes un peu, d'une certaine manière, revenus dans l'école des années 1980, où l'enseignant était l'incarnation du dévouement du service et de la promotion de la culture, de la qualité. Mais il faut aussi être à l'écoute de ces enseignants. La restauration du CFEPD en fait partie. Voilà des enseignants qui encore avaient un amour pour l'école
un amour pour la qualité de l'école et une conscience assez prononcée sur la capacité de l'école à transformer notre société. Cela a été pris en compte par le chef de l'État, comme je l'avais dit, et avec l'accompagnement du Premier ministre et la solidarité gouvernementale, cet appel a été entendu. Il y avait aussi le besoin de la journée continue, l'adoption de la journée continue. Et là aussi, nous avons essayé de prêter une oreille attentive à cette revendication qui, de la manière dont elle avait été formulée, était loin d'être fantaisiste. Si ces enseignants pensent qu'avoir la journée continue pourrait leur permettre d'accroître leur performance, pourquoi ne pas procéder à un essai? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais ça pose problème, madame, je dois le dire, cette journée continue, notamment par rapport à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se plaignent. Eux, ils sont au service et s'ils doivent quitter à 14 h pour aller chercher les enfants, là, ça pose problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que ministre de l'Éducation nationale. Voilà. C'est plutôt une solution. Une solution. Une solution. D'accord. Okay. Étant donné que, vous savez, avant de procéder à cette expérimentation, nous avons, conformément à la consigne qui a été donnée par le chef de l'État, d'être à l'écoute des acteurs, nous avons réuni tous les acteurs de l'école. Nous avons posé cette question. Okay. Nous savons que ce sont des revendications récurrentes et qui datent de bien longtemps. Mais nous n'avons pas voulu céder à ces revendications. Nous avons réuni les acteurs de l'école, mis en place un comité qui a mené une étude afin de voir les faisabilités, les défis inhérents à cette décision. Et pour le moment, les choses vont plutôt bien. D'accord. Félicitations. Madame la ministre, l'autre défi de l'école nigérienne est la formation à distance. Comment engager des réformes visant à institutionnaliser progressivement la formation à distance afin de moderniser le système éducatif, pallier l'insuffisance des infrastructures et des ressources pédagogiques dans certaines localités et assurer ainsi la continuité de l'école dans des zones affectées notamment par des crises rendant difficile l'enseignement en présentiel? Oui, comme vous le savez, il y a encore dans nos pays des localités qui sont confrontées à des défis sécuritaires qui privent beaucoup d'enfants de leur droit à l'éducation. Beaucoup d'écoles qui ont été fermées à cause de ça. Beaucoup d'écoles qui ont été fermées. À cause de l'insécurité. À cause de ces défis sécuritaires qui datent de très longtemps. Bien sûr. Et pour lesquels nous avons essayé quand même d'entreprendre des actions interministérielles. C'est le cas du forum qui a été organisé à Tillabéri avec la très forte implication du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Action humanitaire pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons réouvrir certaines écoles qui sont situées dans ces zones d'insécurité. Et cette action concertée, déterminée, a permis à près de 12 000 enfants de regagner les chemins de l'école après des années d'interruption. Alors, 12 000 enfants. Plus de 12 000 enfants de regagner les chemins de l'école. Alors, le défi est toujours là. Ceux qui ne veulent pas du dynamisme de notre école, ceux qui sont conscients que notre école est un instrument de développement et qui ne veulent pas que cet instrument soit opérationnel, ne vont pas baisser les bras. Il y a toujours des défis. Et la digitalisation, justement, fait partie des pistes qui peuvent permettre de relever ces défis. Alors, nous avons introduit des réformes. Un des comités ad hoc du ministère a travaillé sur la stratégie du numérique. Comment est-ce que nous pourrons, de manière réaliste et réalisable, concevoir une stratégie qui peut nous permettre d'atteindre nos enfants qui sont situés dans les zones qui sont affectés encore par des défis sécuritaires. Après, par exemple, la réouverture des écoles, nous avons organisé une formation des encadreurs de cette région, de la région, par exemple, de Tillabéri. 416 encadreurs ont été
réunis pour la prise en charge de l'éducation en situation d'urgence. Ils ont été formés et nous avons le projet de mettre à la disposition des enseignants, des formateurs, de près de 7000 tablettes. 7000 tablettes. 7000 tablettes dans l'immédiat et d'autres vont suivre justement pour pallier ces problèmes, pour permettre la continuité des activités pédagogiques dans toutes les zones de ce pays. C'est un projet qui demande beaucoup de ressources, mais nous gardons espoir. Avec la détermination, nous pouvons y arriver. Et donc, non seulement mettre en place les objectifs de cette stratégie, mais aussi à faire en sorte que le droit à l'éducation de tous les enfants de ce pays puisse être garanti. D'accord. Alors, toujours dans la dynamique de la digitalisation, nous avons commencé ou renforcé l'initiative de la diffusion du contenu pédagogique à travers des plateformes numériques, avec la collaboration précieuse de la RTN. Nous avons lancé la télévision éducative. Oui, ça, on l'a vu la dernière fois, hein, c'est le lancement, bien sûr. Voilà, Terbiya TV, avec la collaboration de ANSSI, de certains partenaires comme l'UNICEF. Nous travaillons donc à cela. Nous pensons, c'est notre vœu le plus précieux, de mettre à la disposition de nos établissements du matériel informatique. Pourquoi pas susciter la culture d'utilisation du matériel informatique, du digital à nos élèves dès leur pré-bas âge. Comme cela se fait dans certains pays, nous gardons espoir. D'accord, madame la ministre. Madame la ministre, la disponibilité en quantité et en qualité de fournitures scolaires et autres supports pédagogiques a toujours été une réelle préoccupation pour les autorités à l'approche de chaque année scolaire. Et quelles dispositions votre département ministériel a-t-il prises afin d'y remédier? Un moment, on parle de l'installation d'une imprimerie nouvelle génération au niveau de l'INDAP. Qu'est devenu ce projet? Le contrat a été signé avec l'État du Niger. On va dire l'État est une continuité. Bien sûr. Nous travaillons sur la signature d'un avenant pour doter notre pays de cette imprimerie importante et qui va beaucoup solutionner le problème d'acquisition des fournitures, mais de fournitures scolaires. Vous allez me permettre à ce niveau quand même de saluer davantage la détermination du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Comme vous le savez, la rentrée 2023-2024 a été organisée dans un contexte qui ne permettait pas d'envisager même la concrétisation même de la rentrée. Tout à fait. À cause de l'indisponibilité des fournitures. Mais tout a été mis en œuvre par le chef de l'État, par les membres du CNSP, par les collègues du ministère et avec le concours précieux du ministère des Finances, le Premier ministre, le ministre délégué, pour mobiliser des ressources assez conséquentes pour que nous puissions acquérir des fournitures. Mais là aussi, il faudrait aussi noter une rupture que nous avons voulu délibérément opérer. Là aussi, une certaine transparence dans l'acquisition de ces fournitures. Cette année? L'année passée, tout comme cette année. L'enjeu pour nous étant non seulement de procéder à l'acquisition de ces fournitures en respectant toutes les procédures, avec le souci de faire des économies à l'État. Vous savez, nous avons tellement connu certaines pratiques que rien que l'évocation d'une certaine modalité d'acquisition suscite des inquiétudes et voire même des polémiques. Tout ce que nous avons fait dans le cadre d'acquisition de nos fournitures scolaires a été fait dans le respect de la règle de l'art. C'est important de dire que ce qui caractérisait à un certain moment les pratiques d'attribution dans le domaine de la gestion du marché public
Et d'une certaine manière, en tout cas au niveau du sommet du ministère en charge de l'éducation et de la formation, est derrière nous. Ce système de commission qui fait en sorte que... Des rétrocommissions. Qui fait en sorte que parfois, on a un peu du mal à mettre des matériels de qualité à nos enfants. Nous avons foi... Ça va dans les poches des différents responsables du ministère ou pas? Ces commissions, ou bien comment ça se passe? En tout cas, je sais que c'est... Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, quand vous étiez arrivé? En tout On cas, donne l'argent à qui? J'étais pas là. D'accord. Déjà. D'accord. Mais ces commissions existaient. Nous sommes bien d'accord, monsieur. Oui, on est d'accord. Et là, en ce moment, c'est que nous pouvons affirmer devant vous, devant l'opinion et devant le Tout-Puissant, que ces commissions, au niveau du ministère en charge de l'éducation et de la formation, n'existent plus. D'accord. Merci, madame. On le sait, notre pays a engagé sa marche résolue et irréversible pour la conquête de sa souveraineté pleine et entière. Au niveau de votre département ministériel, qu'est-ce qui a été fait pour accompagner cette dynamique patriotique déclenchée par le chef de l'État? C'est ce que je viens d'évoquer, une rupture par rapport à certaines pratiques qui ne sont pas favorables à la concrétisation de toutes nos aspirations formulées à l'endroit de cette souveraineté. Effectivement, la lutte contre la corruption en fait partie. Tout à fait. La promotion de l'intégrité, la promotion de l'excellence. C'est important de le dire. Près de 99% de mes cadres aujourd'hui qui pilotent les directions de mon département ministériel, je ne les connaissais pas avant mon arrivée au ministère. Nous avons préféré mettre en avant la compétence. Parce que nous savons qu'un cadre compétent a des potentialités évidentes pour permettre à l'école nigérienne d'assumer pleinement son rôle de la transformation de notre société. Et donc, il y a déjà cette rupture par rapport à la gouvernance, cette rupture par rapport à la place accordée aux techniciens. Mais il y a aussi cette ferveur patriotique que nous voulons susciter dans nos écoles. Parce que on fait comprendre à l'enseignant qu'il est important. Et sans l'éducation, le pays ne peut pas avancer. Bien sûr. Et ils sont conscients de leur place, de plus en plus, encore davantage, je dirais. Et le fait d'instaurer cette journée qui a fait école dans un pays voisin, cette journée où presque toute l'opinion du pays est tournée vers une école pour constater ces interactions entre le sommet et la base et transmettre surtout le message du chef de l'État, le message du Premier ministre, le message des membres du CNSP et du gouvernement à l'endroit de la communauté éducative, leur reconnaissance et leur attente à l'endroit de cette communauté éducative qui est très importante pour l'avenir de ce pays sont déjà des pas importants. Il y a aussi un phénomène qui mérite d'être souligné. C'est vraiment l'envie de réunir tous les acteurs. D'accord. L'envie d'éviter le piège de la division. Là, nous pouvons le dire, M. Tchamogo, M. Ousmane, nous savons que la politique n'a pas fait que du bien pour ce pays, du point de vue de la cohésion sociale, du point de vue de la coopération entre les cadres. Et cette envie de donc réinstaurer la culture de la complémentarité, le recul de la rivalité, des compétitions inutiles, appeler les uns et les autres à mettre en avant l'intérêt national, mettre en avant les objectifs collectifs que nous ne pouvons atteindre qu'ensemble,
en évitant des stigmatisations, en évitant des jugements. Les grandes nations sont celles qui ont su régler certains problèmes, régler certains dysfonctionnements, mais en insistant sur la nécessité d'avoir une vision commune. Et ça, c'est important, parce que... Vous y êtes, Olivier? On essaie. On essaie. D'accord. Le seul fait d'en faire une modalité d'action, un mode, un réflexe, c'est déjà une bonne chose. Une bonne chose, je dirais. C'est un pas important. Tout à fait. D'accord. Madame, on va poursuivre cet entretien. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire les politiques, projets et programmes que vous envisagez de mettre en œuvre conjointement avec nos homologues de la Confédération AES, conformément aux orientations et directives de nos chefs d'État? Alors, ce sont des projets d'abord d'harmonisation de nos programmes, parce qu'eux aussi, ils sont confrontés à ce besoin d'adapter les programmes à leur réalité nationale. Puisque nous appartenons au niveau du Mali et du Burkina, pour que nous... Comme nous appartenons à la Confédération, c'est important pour nous d'ajuster nos programmes, mais aussi nos positionnements vis-à-vis d'autres acteurs de l'école, et notamment issus de certains pays de la sous-région. À chaque fois qu'il nous arrive de nous retrouver dans une rencontre internationale, je n'ai pas eu beaucoup, mais à chaque fois nous discutons de la nécessité de nous mettre davantage ensemble pour partager nos expériences et voir comment est-ce que nous pourrons ensemble faire de nos écoles, de nos systèmes éducatifs, un instrument de conquête et de la concrétisation durable et profonde de notre souveraineté. D'accord. Vous ne voyagez pas beaucoup, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous n'avez pas eu beaucoup de rencontres internationales. Vous ne voyagez pas beaucoup. En tant que ministre de l'Éducation nationale, c'est quoi exactement le problème? Alors, vous savez, à un certain moment, Oui. on est obligé de prendre en compte la situation du pays. Du pays, tout à fait. C'est exact. Mes collègues du Mali, du Burkina ont certainement traversé la période que nous avons traversée lors de mes prises de fonction, mais eux, c'est déjà derrière eux, ce qui n'est pas le cas du Niger. Mais l'évolution positive de notre situation financière nous permet de plus en plus d'aller à des grandes rencontres où le Niger a aussi son mot à dire. Tout à fait. D'accord. Merci. Madame la ministre, le système éducatif a été à un moment perturbé du fait de quelques débrayages de certains syndicats de l'éducation. Mais Dieu merci, la sérénité a été vite retrouvée. Cela m'amène à vous poser la question de savoir comment gérez-vous le front social, je veux dire vos rapports avec les partenaires sociaux du secteur relevant de votre département ministériel. Le front social, les partenaires. Alors, vous savez, lorsque j'ai pris fonction, j'ai voulu réunir tous les acteurs de l'école. Et nous avons échangé, nous avons déjà fixé les règles de notre interaction. Dès le début. Dès le début, qui devrait se faire dans la sincérité, le franc-parler, et s'inscrire dans le contexte du patriotisme et de la résilience qui sont nécessaires face à ce que le pays traversait. Et je dois dire que j'ai été confrontée à une convergence de volonté. Ces syndicats ont eux aussi réalisé la nécessité de resserrer les rangs, de ne pas tomber dans les pièges de ceux qui veulent déstructurer l'école nigérienne et compromettre l'avenir du pays. Madame, il y a eu ce préavis de grève à la veille de la rentrée, vous vous rappelez bien. Il y a eu ce préavis de grève de 48 heures où certains syndicats, oui, on l'a vu, nous tous, il y a ce préavis de grève. Comment on peut expliquer ça et que ça intervient juste à la veille de la rentrée? Voilà. Permettez-moi de rappeler que effectivement ce préavis était intervenu, mais après toute une année scolaire caractérisée par une
accalmie inédite. D'accord. Nous pouvons déjà saluer cela. Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas? On est d'accord. Ce qui reflète la prise de conscience de ces syndicats de tout faire pour permettre à l'école nigérienne de relever les défis face à toutes les mesures qui ont été prises à l'encontre, contre le pays, on va dire. Alors, vous savez, vous avez parlé de la veille de la rentrée, mais la veille de la rentrée, nous étions ensemble, les syndicats et les cadres du ministère, et nous avons échangé sur les préparatifs de la rentrée. Et bien entendu, la préoccupation, certaines préoccupations qui datent de très très longtemps, de bien avant le 26 juillet, ont été effleurées. Mais dans les relations humaines, il y a toujours ces hauts et ces bas, et surtout lorsque ces relations font le courageux choix dans ce monde de s'inscrire dans la sincérité. Ok. Toujours est-il qu'il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, rompre avec certaines représentations. Je pense que nous sommes un pays, un peuple qui est capable de dialoguer, qui est capable de faire des compromis, qui est capable de trouver des consensus, capable de s'écouter. Maintenant, les relations humaines sont faites de hauts et de bas. C'est sûr. Et malgré tout, vous savez, j'ai à mon compteur pas moins de 288 rencontres avec les partenaires. Ça, je vous parle des rencontres officielles. Je ne vous parle pas des rencontres que nous avons parfois en urgence avec certains acteurs syndicaux pour prendre en charge de manière préventive un problème avant qu'il ne s'aggrave. Donc, il n'y a pas eu de problème de dialogue entre mon cabinet ministériel et nos partenaires qui, à chaque fois que nous arrive de nous rencontrer, je leur fais comprendre, nous leur faisons comprendre qu'ils ont un œil qui nous est précieux parce qu'il élargit notre regard, il l'enrichit, il l'éclaire. Donc nous avons eu toujours, je dirais, des rapports cordiaux avec les syndicats. Alors, la grève, il y avait eu ce préavis et j'ai cru entendre que j'avais un problème avec les syndicats. Il y a des institutions très autorisées qui peuvent témoigner de l'heure à laquelle les cadres du ministère en charge de l'éducation et de la formation quittent leur bureau. Ouais. Et tout cela parce qu'ils ont le souci de suivre leur dossier, mais aussi de prêter une oreille attentive aux syndicats. Donc la question de ne pas recevoir les syndicats ne se posait même pas à notre niveau. Non. Mais il y a juste ce mot-là qui a fait l'objet d'une certaine incompréhension préalable. Le préalable suppose la satisfaction des conditions. Bien sûr. Étant donné que le préalable portait sur le recrutement, et c'est un préalable que nous ne pouvions pas satisfaire. Et c'est pour cela que nous n'avons pas pensé qu'il fallait inviter les syndicats à la négociation. Parce qu'au fait, de ce point de vue... C'est cela sans objet, quoi. Exactement. Notre discours n'a pas varié. Vous savez, ce qui est important, ce qui est très capital, c'est, au risque de me répéter, c'est de pouvoir tenir un discours ouvert, un dialogue, mais sincère et déterminé. Dès notre prise de fonction, avec les syndicats, nous leur avons dit que tout le monde voit les conditions dans lesquelles le pays se trouve. Et ce n'est pas parce que le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre délégué ne viennent pas chaque matin dire qu'ils ont un problème de mobilisation financière que ces problèmes n'existent pas. Il fallait prendre compte de cela. Et vous connaissez les dynamiques de tous les régimes, presque, on va dire, on ne va pas généraliser, mais
pragmatisme qui caractérise le régime militaire. Oui, bien sûr. Ça, on l'a vu depuis le 26. Exactement. Voilà. Ils ne sont pas là pour faire de la démagogie. Tout à fait. Parce qu'ils ne sont pas en quête de voix. De voir. Vous voyez, c'est important de dire, le recrutement, ça fait des années, n'est-ce pas, Bien sûr. que le Niger a cessé de recruter, a cessé la titularisation des contractuels. Alors, ce qu'on n'a pas pu exiger à un gouvernement qui était financièrement plus à l'aise ou qui montrait des signes d'aisance financière, on ne peut pas le revendiquer, en faire un préalable Ça, c'est sûr. pour un gouvernement qui était soumis à Des sanctions. des sanctions. Des sanctions, tout à fait. Et c'est le discours que nous avons tenu dès le début. Et c'est le discours que nous avons maintenu. Et c'est le discours qui sera discuté, mais qui sera évoqué quand les conditions financières du pays vont permettre la prise en compte de cette attente qui est importante, qui est un enjeu important pour nous. Sinon, si vous voyez, vous pouvez remarquer, toutes les requêtes des syndicats qui sont très pertinentes, je ne dis pas que la question du recrutement n'est pas pertinente, bien sûr, elle bien l'est, sûr, d'accord. mais il se pose juste la question de l'opportunité à cause des moyens qui ne sont pas encore disponibles. Sinon, toutes les requêtes, vous voyez, le CFEPD, la journée continue, c'est une mesure qui a été prise pour prendre en compte les efforts des enseignants. Parce qu'un être humain ne peut pas passer toute une nuit, enchaîner des nuits, et puis le lendemain, se retrouver en face des enfants. C'est une question de compassion, c'est une question d'efficacité, et qui était possible. Donc, il était possible de prendre cette mesure. Bien sûr, Madame la Et ministre. on l'avait prise. D'accord. Donc, il n'y a pas, monsieur Thémo, On je est peux vous le d'accord. garantir, un problème avec le fonds social et la gestion du C'est très clair. fonds social. C'est très clair, madame. On va poursuivre, hein, madame la ministre. Il y a de cela une semaine, quelques centaines d'enseignants suspendus ont pu être réintégrés dans le système éducatif à la satisfaction des intéressés et des populations nigériennes. Cela nous amène à vous poser la question de savoir si ces efforts de décrispation vont se poursuivre avec un autre ancien lot des enseignants exclus du spécial A, dont les revendications de réintégration ont défrayé la chronique. Parce que là aussi, il faut dire que c'est un autre dossier, le spécial A. Ça fait un peu du bruit, madame la ministre. Vous savez, nous avons hérité de beaucoup de choses qui font beaucoup de bruit, mais que nous essayons de prendre en charge avec beaucoup de sérénité et de responsabilité. La réintégration de ces enseignants est le reflet de l'attachement du chef de l'État à la justice sociale. Tout à fait. C'est le reflet de la perspicacité de nos techniciens, les techniciens de l'éducation, mais aussi les techniciens de la fonction publique et les techniciens des finances, pour donner corps à cette volonté du chef de l'État de répondre à l'inquiétude et aux préoccupations de nos concitoyens. Alors, cette décision a été prise pour réparer une certaine forme d'injustice. Cela n'est pas le cas du dossier du spécial A. Ah oui, et pourquoi? Parce que, au fait, dans le cas des enseignants réintégrés, ils ont fait le coup d'une mesure. Ils n'ont pas, pour certains, ils n'ont même pas jugé utile de faire les tests d'évaluation. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ces tests? Parce qu'ils étaient déjà détenteurs de leur matricule. Oui, d'accord. N'est-ce pas? Or, le test était organisé pour les contractuels. Certains n'ont pas jugé utile de faire ce test. Et donc, leur résiliation, elle était illégale. Mais ce qui a facilité leur réintégration, c'est que, au fait, les matricules étaient toujours là. Et on les a juste réactivés. Tout à fait. Mais il faut dire que la question du spécial A et tous les enjeux préoccupants des acteurs de l'éducation seront pris en charge.
dans le cadre des négociations qui sont menées au sein du comité interministériel qui a été mis en place par le Premier ministre, ministre des Finances, à cet effet. Donc, donnons-nous la possibilité de croire que, en tant qu'adulte, en tant qu'acteur issu d'un peuple de croyants, nous pouvons espérer la prise en charge de toutes ces questions. Cela ne veut pas dire qu'ils seront réglés, mais au moins, c'est important d'avoir l'opportunité de discuter, de commencer. Et prions pour que toutes les préoccupations soient prises en compte avec l'évolution positive de notre situation financière. Merci. Madame la ministre, vous avez en charge l'enseignement professionnel et technique, domaine dont l'importance n'est plus à démontrer à cette période cruciale où notre pays entend pleinement mettre à contribution sa jeunesse afin de relever les défis de développement à travers l'emploi des jeunes dans divers secteurs de la vie socio-économique. Quelle stratégie ou politique avez-vous mise en œuvre afin que cet objectif soit atteint? Je pense que nous avons déjà évoqué cette question. Relever les défis de la gouvernance, mettre les moyens nécessaires pour une utilisation rationnelle des formateurs, en insistant sur leur capacité. Vous savez, c'est important de dire que dans le souci de contribuer à l'efficacité de l'enseignement professionnel et technique, après les événements du 26 juillet, nous avons ouvert l'École nationale spécialisée de l'enseignement professionnel et technique pour prendre en charge la formation de ces formateurs de l'enseignement professionnel. Mais ce qui est important, c'est vraiment, comme je l'avais souligné tout à l'heure, c'est de se dire que nous n'avons pas le droit de ne pas espérer. Le pessimisme, dans certains cas, c'est un luxe. Et ce luxe, nous ne devons pas nous le permettre. Nous devons travailler pour faire en sorte que tous les objectifs assignés à ce sous-secteur, toutes les ressources mobilisées au profit de ce sous-secteur puissent permettre un développement de ce sous-secteur, une performance qui va permettre d'accroître notre développement collectif en tant que peuple, mais aussi en tant que nation qui ne cesse de revendiquer et de réaffirmer sa volonté de souveraineté. D'accord. Madame la ministre, on ne peut pas finir cet entretien sans poser cette question à la ministre de l'Éducation nationale. Comme vous le savez, Madame la ministre, l'essentiel des interviews aujourd'hui du chef de l'État sont faites en langue nationale. Que vous inspire cette indication du chef de l'État pour la valorisation de nos langues nationales et comment cela a-t-il été accueilli par les acteurs de l'enseignement en langue ainsi que les apprenants? Cela a été accueilli très favorablement dans la mesure où au niveau du ministère en charge de la formation, de l'éducation et de la promotion des langues nationales, des efforts sont mis en avant pour promouvoir nos langues nationales. C'est le cas de l'élaboration des contenus pédagogiques en langue nationale, comme vous le savez, la révision de certains programmes en langue, la décision de faire des publications, par exemple, en langue nationale. Ces publications régulières dans toutes les langues équipées de notre pays sont censées susciter un engouement pour la lecture dans nos langues nationales. C'est aussi le cas, comme je l'avais dit au début de notre entretien, la volonté d'examiner en profondeur la réforme curriculaire qui met en avant nos langues nationales comme support, n'est-ce pas, comme moyen d'acquisition des connaissances. Et très récemment, nous avons assisté à une initiative très porteuse, la compétition inter-école en langue. Pour amener encore l'opinion à admirer davantage la richesse de nos langues.
Ce que le président, son initiative, a pu démontrer, c'est que nous pouvons utiliser nos langues comme des instruments de mobilisation, comme des instruments pour insuffler davantage ce désir de souveraineté, pour renforcer notre cohésion sociale, resserrer nos rangs, pour encore réaffirmer notre volonté de mettre en avant notre capital, notre patrimoine culturel. Finir avec ces complexes qui nous ont inculqués et sur lesquels nous nous alignons consciemment ou inconsciemment. C'est ce qui est rare hein, pour un chef d'État de parler quand même les deux langues nationales hein, quand il s'exprime. C'est qui est rare, c'est la première fois. C'est clair que la volonté de s'adresser de bout en bout, du début jusqu'à la fin, dans une de nos langues, à l'opinion, c'est plutôt inédit. C'est inédit. C'est inédit. Et c'est vraiment un acte, une initiative qui doivent être saluées. Et en espérant qu'elles feront école, y compris à notre niveau. D'accord. Madame, pour passer à l'autre question, ça c'est à l'universitaire que je pose la question. Hein. On parle de souveraineté depuis le 26 à aujourd'hui. Or, on a toujours en train de parler dans la langue officielle, hein, qui est le français. Alors que dans certains pays, on a vu quand la même situation ils ont connu, hein, on a tout simplement pris une des langues pour faire ça de la langue officielle. Est-ce qu'en tant qu'universitaire, on peut arriver demain à cette situation? Qu'on privilégie une de nos langues nationales pour qu'elle soit une langue officielle que le français hein, que nous décrions depuis un moment. Voilà. Pourquoi pas? Laquelle? Allez-y. Laquelle? Alors, laquelle à votre niveau? Je pense que... C'est possible ou pas? On ait demain une de nos langues nationales comme langue officielle. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? À la place du français. Oui, vous savez, quand nous avons reçu nos collègues maliens, lorsqu'ils ont donné une interview à leur sortie d'audience, un membre de la délégation a dit systématiquement quand on parle en français, il y a une traduction systématique après. Je pense que le plus important, ce n'est pas le choix de la langue en tant que telle. Ça peut être le Hausa, ça peut être le Germain, ça peut être le Fulfulde, ça peut être le Tamashek, pourquoi pas l'arabe. Mais c'est vraiment la nécessité pour nous de prendre conscience du fait qu'il n'y a que nous qui pouvons faire la promotion de notre langue. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Tout à fait. Et cette idée doit nous amener à adopter une posture d'ouverture, une posture de responsabilité. Dites décomplexé. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, d'accord. Voilà, une dernière question, Madame la Ministre. Vous avez mis en place un cadre approprié des mesures, des résultats et d'appréciation de la performance des actions au niveau de votre département ministériel? Ah oui, tout à fait. Nous essayons de faire en sorte que nous puissions retrouver le dynamisme de l'école publique des années antérieures. L'école publique qui a fait de beaucoup d'enfants d'agriculteurs, n'est-ce pas, et des paysans, des cadres supérieurs. C'est possible de la faire revenir. Mais pour la faire revenir, il faudrait bien une panoplie d'actions et de mesures. Alors, des mesures de contrôle, bien entendu, mais aussi des mesures d'appui conseil. Nous avons fait le choix d'opérer une rupture, par exemple, au niveau des structures de contrôle et de suivi. L'inspection générale du service, par exemple. D'habitude, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'on en a fait une espèce de garage. Excusez-moi du terme. D'accord. Alors, ce que nous avons fait, c'est de mettre des spécialistes, des personnes qualifiées. Des vrais inspecteurs. Des vrais inspecteurs, en tout cas des techniciens compétents, avérés, qui ont une certaine autorité sur les thématiques dont ils ont eu la charge, à même de leur permettre de contrôler et de conseiller
n'est-ce pas, le personnel administratif. Nous avons mis en place le mécanisme de pointage. On sait à quelle heure un cadre vient. Mais vous savez, étant donné qu'on peut être ponctuel, sans rien faire. Sans rien faire. Nous avons mis en place un mécanisme de reporting. Donc, qu'est-ce que font les directions dans la semaine? Donc, des échanges autour des réalisations, des actions des différentes directions. Nous avons également, d'une certaine manière, institué les visites inopinées. Ouais. Elles ne sont pas du goût de tout le monde. Ouais, bien sûr. Mais c'est important de rappeler aux uns et aux autres que quand la fonction publique a décidé que les horaires du travail, c'est de telle heure à telle heure, c'est important de les respecter. Parce que lorsqu'on vient en retard, c'est toute une pile de documents, de dossiers qui traînent et ça crée des frustrations inutiles. Alors, en plus de cela, nous avons au niveau du terrain, tous les directeurs régionaux qui ont été nommés l'ont été du fait de leur rapport au terrain. Nous avons voulu responsabiliser des hommes de terrain qui sont constamment sur le terrain. On a voulu rompre avec des directeurs qui restent dans l'équipe du bureau climatisé et qui pilotent les régions de leur bureau. Ils doivent aller sur le terrain. Il en est de même pour les inspecteurs. La place d'un inspecteur n'est pas dans son bureau, mais au contact du personnel enseignant qu'il doit encadrer dans le respect de ses enseignants. C'est une véritable révolution au ministère de l'Éducation, hein, ce que vous êtes en train de dire, madame. Révolution, ah oui. c'est l'histoire qui va déterminer, juger ce qu'il en est. Et l'année de même, vous savez, par le passé, on a tendance à demander des postes de surveillants, juste pour pouvoir se reposer. Oui, bien sûr. Là aussi, nous attirons l'attention des uns et des autres pour leur dire que ce n'est pas un poste de repos. Parce que de ce poste-là dépend d'une certaine manière le niveau des mœurs dans nos établissements. Un surveillant n'est pas censé être dans son bureau, mais plutôt dans la cour. À la devanture de l'école. Le matin, par exemple, lorsqu'un enfant vient de chez lui, un surveillant qui est attentif à la possibilité de voir, par exemple, des problèmes que l'enfant aura ramenés à l'école, de l'interpeller, d'avoir une discussion pour le consoler, pour mieux comprendre. Un enseignant qui est dans la cour pendant la récréation a la possibilité de prévenir des disputes, des querelles. Il a surtout la possibilité de voir ce qui se passe dans les petits coins. Parfois, là où passent des substances qui ne sont exactement. Donc, je n'ai pas besoin de détailler tout cela. Et donc, un dispositif de contrôle, mais aussi de conseil. Tout ceci pour rappeler le rôle et la place de l'enseignant dans la société. Il y a bien d'autres mesures qui vont faire l'objet de beaucoup de discussions. Par exemple, la navette, comme on l'appelle, un enseignant qui vit dans une commune, n'est-ce pas, et qui, d'une certaine manière, a toutes les possibilités, enfin, assez souvent de ne pas venir à l'heure. Et parfois, ce n'est pas seulement l'enseignant, ce sont les encadreurs ou bien les inspecteurs. Quand on n'y vit pas dans la commune, quand on vient en retard, comment est-ce qu'on peut donner des conseils à un enseignant qui lui-même s'inscrit dans l'absentéisme? D'accord. Pour finir, quel sera votre mot de la fin, Madame la ministre de l'Éducation nationale? Les remerciements. D'accord. Envers vous. Merci. Pour les échanges. Cela m'a permis d'apprendre aussi de beaucoup de vous, beaucoup de choses. Remerciements envers vos équipes. D'accord. L'équipe technique, ils sont toujours là avec nous, même si on ne les voit pas. Et ils sont aussi toujours là avec nous dans nos sorties. Tout à fait. La médiatisation des acteurs fait
en sorte que l'opinion soit au courant de ce que font les techniciens. Et c'est important de le souligner. Les techniciens du ministère en charge de l'éducation et de la formation sont à pied d'œuvre pour vraiment donner corps à la vision du chef de l'État, du Premier ministre et des membres du CNSP de faire revenir l'école publique nigérienne. Vous savez, dans le passé, lorsque un parent a un enfant dans le privé, il a une certaine gêne, pour le dire. Parce que dans le privé se retrouvent des enfants, des élèves qui sont soit indisciplinés ou bien qui n'ont pas bien travaillé. Et aujourd'hui, M. Tchamogo, M. le conseiller, M. Ousmane, vous savez bien que c'est une tendance qui s'est inversée. Tout à fait. Et nous voulons faire revenir donc cette école publique. Et c'est pour cela, parmi les mesures de contrôle, nous avons décidé de faire en sorte que les enseignants qui officient dans les écoles privées puissent le faire, parce que dans les écoles privées se trouvent également nos enfants. Bien sûr. Mais qu'ils puissent le faire en respectant les volumes horaires voilà, qui leur sont attribués dans l'école publique. Et tout ceci pour venir à bout d'un paradoxe. Vous voyez, après chaque examen, lors de la publication, de la proclamation des résultats, vous avez le palmarès des écoles privées qui est au-dessus des écoles publiques. Or, ce sont les mêmes enseignants des écoles publiques qui enseignent dans les écoles privées. Enseignent dans les écoles privées. Donc, nous avons instauré ce mécanisme pour permettre de prendre en charge les élèves du privé, mais surtout de ramener l'ordre, la rigueur dans nos écoles publiques. Alors, tout ceci pour dire que le chef de l'État croit véritablement que l'école nigérienne peut non seulement renaître et faire en sorte que le pays puisse vraiment tenir ses discours de souveraineté avec beaucoup de conviction, parce que nous avons les moyens de concrétiser ces convictions. D'accord. Donc, beaucoup de remerciements aussi pour tous ceux qui œuvrent, parfois dans le silence, pour le rayonnement de notre école. Merci, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci aussi, Madame la Ministre, pour toutes ces réponses à ces différentes questions et des préoccupations effectivement soulevées qui est au centre de l'opinion et qui est au centre des préoccupations de tout le peuple, parce que le secteur de l'éducation, c'est un secteur vital qu'il va falloir continuer à encourager et à tenir bon, comme on dit. Mesdames, Messieurs, nous voilà donc à la fin de cet entretien. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes.